L'empathie est une notion assez complexe, hein. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup en ce moment que c'est quelque chose de simple. Et on peut avoir tendance à penser que c'est un peu un mot valise. Vous savez, un mot valise, c'est un mot qui contient plein de choses, et puis en ouvrant la valise, chacun prend ce dont il a besoin. En fait, l'empathie a plusieurs composants. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle est un petit peu comme un mot valise, mais elle n'est pas un mot valise parce que on sait aujourd'hui comment ces composants s'articulent entre eux, comment ils interagissent et comment finalement ils contribuent ou ne contribuent pas à la construction d'une compétence empathique complète. Donc, pour vous faire comprendre comment l'empathie se construit, mais aussi comment l'empathie est gérée dans la vie sociale, je vais vous présenter un petit modèle que j'ai conçu en 2013 à partir des connaissances de l'époque et puis qui a évolué depuis. Donc, celui que je vous présente aujourd'hui est différent de celui que vous avez peut-être vu dans les années précédentes. Donc d'abord, pour commencer, je vais vous présenter le schéma global, composants et manifestations de l'empathie. Ne prenez pas peur, on va décomposer tout ça morceau par morceau, donc vous allez vous y retrouver. Vous voyez, au début, on prend un bateau. Là, on voit le bateau de face. Pourquoi de face? Parce que ça gagne de la place. Si on le mettait de profil, on aurait moins de place à droite, à gauche pour faire apparaître les commentaires. Donc voilà le bateau, et tout d'abord, on va commencer par ce que les neurosciences nous apprennent sur l'empathie. Les philosophes ont travaillé sur l'empathie bien avant les neuroscientifiques, puis les psychiatres, les psychologues, les ethnologues. Mais aujourd'hui, les compétences en neurosciences nous éclairent tellement bien que je vais commencer par elles. Donc l'empathie a plusieurs composants, je vous disais, et le premier de ces composants, c'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. Il y en a quatre. Le premier, l'empathie émotionnelle. Elle apparaîtrait aux alentours de 1 an, mais certains chercheurs disent qu'elle pourrait pratiquement apparaître dès le début de la vie. Et donc cette empathie émotionnelle, c'est la capacité d'identifier les émotions d'autrui sans les confondre avec les siennes. Pour les auteurs qui pensent que ça arrive plutôt vers 1 an, ils proposent de dire qu'avant 1 an, il n'y a pas vraiment le je du bébé, le je de la mère, mais qu'il y aurait plutôt un nous, c'est-à-dire la mère sourit au bébé, le bébé sourit à la mère, mais le bébé ne fait pas vraiment une nette distinction entre ce qu'il éprouve et ce qu'éprouve sa mère. Quoi qu'il en soit, très vite, cette distinction s'établit et l'enfant est donc capable de réaliser qu'il sourit à sa mère, qu'il est content parce que sa mère est contente, mais très vite il acquiert aussi la compétence de savoir que sa mère peut lui sourire et montrer par là qu'elle est contente, mais lui peut lui faire la gueule. Et c'est d'ailleurs un moment assez difficile souvent pour les mamans ou la personne de référence qui s'occupe du bébé, parce que la personne de référence sourit au bébé comme d'habitude, mais le bébé comme d'habitude ne sourit pas, il fronce les sourcils. Alors le parent sourit, mais le bébé fronce toujours les sourcils. Le parent s'énerve, il fronce les sourcils, et le bébé rigole. Pourquoi? Parce que le bébé a découvert qu'il est non seulement celui qui peut suivre les émotions de l'adulte, mais il est celui qui peut aussi induire chez l'adulte des émotions. Ça, c'est l'empathie émotionnelle. Elle a commencé à se fabriquer dans l'évolution des espèces dans la relation mère-bébé. Et puis, ensuite, elle s'est compliquée, évidemment, elle s'est élargie à l'ensemble des relations sociales dans le groupe. Et puis, chez l'être humain, elle a acquis des dimensions très complexes, puisque nous pouvons aujourd'hui éprouver de l'empathie pour des personnages de fiction. Donc, empathie émotionnelle, elle se construit, disons, dans la première année. La seconde couche de l'empathie, vous voyez, c'est le souci de l'autre. Le souci de l'autre, il va se constituer aux alentours de 2 ans. Vous trouverez sur Internet beaucoup de petites vidéos dans lesquelles un chercheur fait semblant de porter une pile de livres avec difficulté. Des livres tombent, le bébé essaye de se proposer pour les lui remettre sur la pile. Donc, le souci de l'autre, qui va évidemment être très important dans toute notre vie, mais le souci de l'autre ne va pas suffire pour que, bien sûr, nous engagions des comportements altruistes. On va voir qu'il y faut beaucoup d'autres conditions. La troisième étape de l'empathie, le troisième moment, c'est l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est une compétence intellectuelle, froide, rationnelle. C'est la capacité de nous représenter que les autres ont des expériences du monde différentes des nôtres, donc une représentation du monde différente de la nôtre.
Et cette empathie cognitive, elle s'appuie en grande partie pour se construire sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est vers 3-4 ans, la capacité d'un enfant, encore une fois, de se représenter que les autres ont une expérience du monde différente de la sienne. Donc l'empathie cognitive s'appuie sur la théorie de l'esprit, sur les compétences exécutives qui se construisent au moment de la théorie de l'esprit, mais en même temps, elle ne s'y résume pas. Et puis la quatrième étape, le quatrième composant de l'empathie que les sciences cognitives nous apprennent aujourd'hui à identifier, c'est le contrôle des émotions. Contrôle des émotions, ça veut dire pouvoir ne pas se laisser déborder par une émotion, mais ça veut dire aussi pouvoir fixer un objectif à ces émotions, pouvoir les mobiliser au service d'un but qu'on se donne. Ça permet par exemple, d'utiliser le langage plutôt qu'un échange de coups pour résoudre un conflit. Et puis, ça veut dire aussi, éventuellement, mobiliser nos compétences empathiques pour se mettre non plus seulement intellectuellement, comme dans l'empathie cognitive à la place de l'autre, mais émotionnellement. Éprouver émotionnellement ce que l'autre éprouve, essayer de l'éprouver, se mobiliser pour l'éprouver. Et lorsqu'on est capable d'éprouver émotionnellement ce que l'autre éprouve, on va évidemment être beaucoup plus disponible pour être soucieux de lui, de ses besoins, de sa détresse. Et d'ailleurs, il a été montré que cette compétence, que ces compétences exécutives sont corrélées avec la capacité à mettre en scène, enfin à mettre en jeu notre souci d'autrui. Vous voyez combien ce que les neurosciences nous ont appris est important. Mais n'oublions pas non plus les travaux de philosophes, les travaux de psychologues qui ont insisté sur un autre aspect de l'empathie. Ces 4 composantes que je viens de vous évoquer, l'empathie émotionnelle, le souci de l'autre, l'empathie cognitive, le contrôle des émotions, eh bien, ces 4 composants ont aussi leur place dans la relation que nous avons chacun avec nous-mêmes. D'ailleurs, il y a une expression en français qui dit bien combien nous sommes capables de nous observer, de nous dédoubler. Je me représente que, je perçois que je suis. Et donc, du coup, l'empathie émotionnelle pour soi, ça va être quoi? Ça va être la capacité d'identifier nos propres émotions sans nous tromper. Or, il faut reconnaître que des fois, on se trompe. Nombreux sont les gens qui s'énervent, et quand on leur dit « ne t'énerve pas », ils répondent en hurlant « je ne m'énerve pas ». Et puis, il y a aussi le souci de l'autre. Le souci de l'autre, eh bien, il a un équivalent, c'est le souci de soi. Vous savez, souvent, des gens qu'on accuse de dureté avec les autres vous font des réponses du genre « oui, je suis dur avec les autres, mais je suis dur avec moi aussi ». Et en effet, souci de l'autre et souci de soi sont liés. Puis il y a bien sûr l'empathie cognitive, la capacité de comprendre les états mentaux d'autrui. Eh bien, là aussi un équivalent, la capacité de comprendre nos propres états mentaux sans nous tromper. Par exemple, je suis malmené par mon patron, peut-être je vais avoir tendance, en arrivant à la maison, à crier sur ma femme ou mes enfants. Non, il faut que je reconnaisse que mon état mental, mon énervement, ma déception, mon amertume, eh bien, c'est lié à ma situation professionnelle, pas à ma situation familiale. Et puis, il y a bien sûr le contrôle des émotions qui va nous permettre aussi à tout moment de mieux identifier nos émotions, de mieux pouvoir les nommer, de ne pas être envahi par elles. Donc vous voyez que ces 4 composants de l'empathie, on les retrouve dans la dimension de soi à soi, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. Alors vous avez remarqué tout à l'heure que dans le bateau, au-dessus de la coque, il y a les cabines. Les cabines, c'est là où les passagers se rencontrent, discutent, et puis éventuellement se stigmatisent, s'ostracisent. Et on ne peut pas ignorer aujourd'hui l'importance du harcèlement, de l'homophobie, du racisme. Donc il faut arriver à comprendre comment ces compétences que je viens de vous évoquer vont ou pas pouvoir se manifester dans la vie sociale. Eh bien, à mon avis, il y a 3 dimensions importantes où elles vont se manifester qui vont impliquer toutes la capacité d'empathie réciproque. C'est-à-dire, je suis capable de me mettre à la place d'autrui, d'accord, mais est-ce que je suis capable d'accepter que l'autre se mette à ma place? Est-ce que je suis capable d'accepter qu'il s'estime comme je m'estime moi-même, même si j'ai tendance à porter un jugement péjoratif sur lui? Ça, c'est le niveau du narcissisme, de l'estime de soi, qui est représenté dans le petit dessin par la lettre N, narcissisme. Et puis, il y a aussi la dimension de la relation affective, de la relation amoureuse. Je m'accorde le droit d'aimer qui je veux. Est-ce que j'accorde le droit aux autres d'aimer qui ils veulent?
Ça, c'est la dimension de la relation objectale. Et on voit bien que dans les cas d'homophobie, de racisme, c'est quelque chose qui est loin d'être acquis, hein, et bien au contraire, c'est quelque chose qui fait obstacle au développement d'une empathie réelle. Et puis, la troisième dimension, c'est la dimension des droits, bien sûr, la collectivité, accepter que, à besoins égaux, à activités égales, à mérites égaux, eh bien, les autres bénéficient des mêmes avantages que moi. Et ça, c'est une dimension sociale, hein, de l'empathie. Alors évidemment, on peut décider de l'appeler autrement, mais vous voyez en tout cas que tout ce que nous avons dit précédemment des compétences empathiques va être mis en jeu dans cette dimension sociale de la relation aux autres. Et puis, tout en haut du bateau, bien sûr, il y a la cheminée. Chacun sait bien que quand les enfants ont envie de montrer que le bateau avance, ils mettent de la fumée au-dessus de la cheminée. Quand la cheminée fume, c'est que le bateau va son chemin. Eh bien, l'empathie qui correspond à la cheminée, c'est l'empathie intersubjective. C'est quoi? C'est lorsque deux personnes établissent entre elles une relation dans laquelle toutes les dimensions, toutes les composantes de l'empathie qu'on a évoquées vont fonctionner. C'est-à-dire que je vais accepter que l'autre m'informe sur moi-même de choses que j'ignore moi-même, et il va accepter, l'autre, que je l'informe sur lui de choses qu'il ignore. Et lorsqu'une telle relation s'établit, parfois ceux qui en parlent ont un vocabulaire qui évoque un petit peu des élans mystiques. Voilà. Mais il faut bien comprendre que c'est rare, que c'est bouleversant quand ça arrive, ce sont les relations amicales parfois, les relations amoureuses parfois. Et donc cette dimension de l'empathie, elle est importante pour comprendre combien finalement l'empathie, nous avons tout à y gagner. C'est-à-dire que lorsqu'une relation empathique authentique, complète s'installe, eh bien c'est un état assez agréable pour qu'on puisse avoir envie d'y parvenir.